l'expérience de ceux qui ont déjà géré la nation à des niveaux divers, et surtout à des niveaux élevés, que ce soit dans le système judiciaire ou dans le système de l'exécutif. Et troisièmement, je suis pour la séparation des pouvoirs. Il n'est pas normal dans notre pays, ce n'est pas la faute à Laurent Gbagbo, que nous soyons dans une situation où le chef de l'État est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons hérité cela de la France, mais il faut que nous soyons dans une situation où nous avons donc le pouvoir exécutif avec le chef de l'État, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Vous voyez, aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis est un organe qui a une responsabilité reconnue par tous, parce qu'elle est crédible et parce qu'elle est également indépendante. C'est ce dont je rêve pour mon pays. Alors maintenant, il faut aller au-delà pour les réformes institutionnelles et autres. Il faut véritablement appliquer l'état de droit. Parce que l'état de droit n'est pas véritablement appliqué. Il y a des paroles, il y a des décrets, mais ce n'est pas le cas. Il faut faire en sorte que la liberté de la presse, la liberté d'expression, comme le disent les Américains, est la première des libertés. La liberté de la presse n'est pas respectée en Côte d'Ivoire de manière totale, en tout cas comme moi je l'aurais souhaité. Donc il y a des réformes institutionnelles importantes à faire. Je pourrais parler éventuellement des questions de décentralisation, mais ceci prendrait un peu trop de temps. Donc je vais vous dire que des réformes profondes sont nécessaires. Il faut que ce soit fait avec des gens d'expérience, que ce ne soit pas tout simplement un groupe de personnes, mais des personnes respectées et dont la voix et les écrits convaincront les Ivoiriens. Je vous remercie. Monsieur Laurent Gbagbo, si vous êtes élu demain, est-ce que vous envisagez des réformes institutionnelles et constitutionnelles pour répondre aux nombreuses critiques formulées par certains Ivoiriens pendant cette campagne? Naturellement, je vais répondre, mais je vais d'abord soulever un pan dans ce qui... C'est dans vos 3 minutes. Il a dit que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Je regrette, mais il faudra qu'on mette ça en application au cours de cette élection-ci. Il ne faut pas que un candidat se proclame vainqueur. Les résultats sont de la commission électorale. Et après, elles sont confirmées ou non par le Conseil constitutionnel. En 2000, d'après la commission électorale, j'ai été élu avec 59% des voix. Mon adversaire qui s'est proclamé élu, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Il faut que la commission électorale, nous la laissons libre de travailler et nous la laissons proclamer les résultats. Après, le Conseil constitutionnel viendra. Donc, ça, je voulais dire ça. Mais, vous voyez que sur beaucoup de points, on est d'accord. Sur le Sénat, pour ceux qui ont lu mon ouvrage, j'ai marqué dedans que nous allons créer un Sénat. Je suis content que le Premier ministre soit maintenant d'accord avec moi. Parce qu'au début, ce n'était pas tout à fait évident, mais je suis d'accord. La séparation des pouvoirs, il le faut. Il le faut. Mais voyez-vous, nous avons dans la Constitution des instances judiciaires à créer. La Cour de cassation, nous avons quelques institutions, la Haute Cour de justice, qui n'ont pas été créées, faute de majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. J'espère que, comme les deux candidats qui restent en liste pour le deuxième tour sont d'accord pour la séparation des pouvoirs, j'espère que nous allons, après cette élection, voter ces lois organiques et puis mettre en place là. Sur la liberté de la presse, il a raison. Il n'y a jamais une liberté de la presse totale en période de guerre. Or, nous sommes en période de guerre. Et ces élections sont faites pour nous sortir de la guerre. Mais, quand même, contrairement à tous les autres États africains, j'ai pris une loi interdisant aux magistrats de condamner les journalistes à une peine privative de liberté. Ça, quand même, c'est une chose qu'on doit connaître
Et j'attendais de la part du Premier ministre qu'il reconnaisse cela au moins, parce que c'est un fait évident, avéré. Il ne l'a pas fait, je le regrette, mais bon. Il reste voilà. 4 secondes. Oui. Donc, j'ai été élu selon... Très bien. Alors, vous avez parlé de la justice. J'aimerais qu'on s'y attarde encore un peu. La justice, on le sait, c'est le pilier de la nation. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 9 tribunaux et 500 magistrats pour 20 millions d'habitants, ce qui donne un ratio de 1 tribunal pour 2 millions d'habitants et 1 magistrat pour 40 000 habitants. Alors, quel plan de réforme comptez-vous mettre sur pied pour un fonctionnement efficient de la justice en Côte d'Ivoire? Vous me posez la question. D'accord, merci. La justice va mal. La justice n'est pas en bonne santé. Dire le contraire, ce serait se moquer des Ivoiriens. Voilà. Mais j'ai dit aussi que ce n'est pas dans les périodes de troubles comme celle-ci qu'on fait les réformes de ce genre. Parce qu'une réforme de la justice est une réforme fondamentale. Mes amis travaillent dessus. Mes amis travaillent sur cette réforme. Il faut d'abord faire en sorte que les juridictions épousent le contour des entités décentralisées. On va créer des régions. Je souhaite qu'il y en ait 10. Le ministre de l'Intérieur m'en propose 11 ou au maximum 12. Il faut que dans chaque région, il y ait au moins une cour d'appel. Il faut que dans chaque région, il y ait au moins une cour d'appel. Et qu'à partir de cette cour d'appel... Il y en a 3 aujourd'hui. Hein? Oui, il n'y en a que 3. Mais il faut faire en sorte que dans chaque région, il y ait une cour d'appel. Le Premier ministre a dit une chose qui est juste. J'ai assisté par curiosité à 1 ou 2 réunions du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne savais pas bien ce que je faisais d'ailleurs là, parce que... Mais, donc, il faut séparer le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire, et je crois que ce n'est pas la peine de faire du président de la République une fleur sur le gâteau. Il faut séparer cela. Mais donc il faut créer une cour d'appel par région. À partir de là, il faut étendre les juridictions de base. Mais il y a une chose qui est plus importante aussi, c'est que les juges de siège, ils sont quasiment inamovibles. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Les juges du parquet, ils sont nommés par l'État, sur proposition du ministre de la Justice, ils sont nommés. Mais les juges du siège, ils sont inamovibles. Et quand ils rendent des décisions qui vont contre certains intérêts, surtout économiques, parce que c'est dans le domaine économique qu'on souffre surtout de la carence de la justice. Parce qu'il y a des décisions qui empêche certains investisseurs d'investir. J'ai eu à régler au niveau de la présidence 2 questions, 3 questions. Une entre un opérateur économique et la Société Générale. Une entre ExxonMobil et les senteurs routiers. Et une autre, je ne sais plus encore, un truc téléphonique là, des Américains. Alors, je pense qu'il faut... On a commencé les réformes, mais il faut bien les payer et puis faire en sorte que les juges assis soient un peu flexibles, soient un peu mobiles. Très bien. M. Ouattara, quel va être le plan de réforme de la justice pour la rendre plus proche des citoyens, plus efficace, plus performante? Bien, je suis heureux que mon frère Laurent Gbagbo et moi sommes d'accord qu'il y a des problèmes dans la justice et qu'il faut une réforme. Mais avant d'en arriver là, je voudrais dire que l'élection de 2000, ce n'est pas pour parler du passé, c'est l'avenir qui m'intéresse. La CEI a proclamé, en tout cas le général Gueye s'est proclamé le matin, élu, et Laurent Gbagbo s'est proclamé l'après-midi. Non, si. À la radio, nous avons vu, tu l'as dit, et c'est après cela qu'il y a eu donc le président de la commission est allé refaire des décomptes, etc. C'est du passé. Moi, ce que je retiens, vous savez, dans chaque chose qui s'est passée dans notre pays, nous devons en tirer une leçon. Alors, la leçon de cette chose, c'est que cette fois-ci, nous fassions pleinement confiance à la commission électorale indépendante. Que le résultat
que la Commission va annoncer soit accepté par tous. En tout cas, moi, je l'accepterai et je souhaite que Laurent Gbagbo dise également par avance qu'il acceptera la décision de la Commission électorale indépendante. À partir de là, il n'y a plus de tension, même si des gens s'amusent à faire des SMS, à appeler, à faire des déclarations ici et là, ça n'a plus aucune importance parce que nous savons que nous avons une institution respectée, une institution consensuelle, qui donne les résultats et c'est à cela que nous devons nous en tenir et nous devons d'ailleurs tous les deux l'encourager à ce que ça se fasse dans les 24 heures. C'est possible dans les 24 à 48 heures, c'est possible d'avoir des résultats. Donc dès lundi, nous ayons ne serait-ce que des résultats préliminaires avant les résultats provisoires. Donc c'est la leçon que je retiens de ce qui s'est passé en 2000. Maintenant, par rapport... 10 secondes pour répondre à la question. 1 minute 10, c'est facile parce que moi j'ai déjà rencontré le monde judiciaire. Je leur ai dit qu'il y avait des dysfonctionnements, il y avait des lenteurs, il y avait de la corruption et qu'il fallait nécessairement faire une réforme importante de la justice. Et je leur ai dit que la justice, pour être crédible, doit être efficace et impartiale. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour les citoyens, pour obtenir un acte de justice, il faut payer. Les retards sont considérables. Ça ne marche pas. Il faut éliminer tous ces margouillas qui rôdent autour des palais de la justice pour essayer de régler des problèmes. Et j'ai l'ambition de construire une grande école de magistrature. Et c'est dans mon programme. 10 milliards de francs CFA, parce que je crois que ça permettra de former et de mieux former les magistrats. Et je promets que dans le budget de l'État, je vais augmenter la part de la justice de 2 à 3%. Parce qu'il y a les questions d'hommes, mais il y a également les questions d'infrastructure. Il faut adresser les deux questions pour être sûr de mettre en route une bonne réforme de la justice. Très bien, c'est fini sur cette question. Alors j'aimerais qu'on parle de l'aménagement du territoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est 19 régions, c'est 58 départements, 2 districts, Abidjan et Yamoussoukro, 229 sous-préfectures, 197 communes et plus de 9 villages. Récemment, 10 nouveaux départements ont été créés, 55 nouvelles sous-préfectures et 520 nouvelles communes. Alors, quelle suite allez-vous donner à cette politique d'aménagement du territoire et quels moyens pour que ce soit plus efficace dans l'action? D'abord, M. Ouattara. Oui, je vous remercie. D'abord, je dois dire très franchement que je ne suis pas d'accord avec la politique de décentralisation de Laurent Gbagbo. Je trouve que ça a été fait à la va-vite. Il y a eu des créations de sous-préfectures, de départements ici et là, de régions, qui, à mon sens, n'ont pas le poids d'une véritable région. Ceci étant, il faut une décentralisation. Mais vous savez, la décentralisation est une question tellement sensible parce que c'est organiser la manière de gérer le pouvoir local, le pouvoir départemental. Et pour ce faire, il faut une loi. Donc, dans mon programme, ce que j'envisage de faire, c'est de refaire un découpage du pays en régions, en départements et ainsi de suite, et en communes. Avoir des milliers de communes, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine parce qu'il faut avoir les moyens. On est tous d'accord qu'il faut rapprocher le plus possible les citoyens de la gouvernance. Mais on ne peut pas le faire à n'importe quel coût parce que ça coûte de l'argent. Alors moi, je vais proposer une loi à l'Assemblée nationale après une étude sérieuse de ce qui a été fait ces 10 dernières années pour que ce soit l'Assemblée nationale qui, comme ils l'ont fait pour le nombre de députés, que ce soit l'Assemblée nationale qui arrête le nombre de régions, le nombre de départements, le nombre de sous-préfectures, etc., et ainsi de communes, pardon, pour que nous n'ayons plus cette idée que quand le chef de l'État va en visite officielle quelque part, les gens disent « Ah, on veut une sous-préfecture ». On dit « Bon, vous avez une sous-préfecture ». Alors, quand il est quelque part, on dit « Ah, nous, on est à côté, ils ont eu un département, nous, on n'en a pas eu, donc on vous donne un département ». Je comprends l'acte politique, mais il faut que ce soit maintenant organisé et que les citoyens de ce pays se disent « Le traitement est par la loi, est applicable à nous tous ». Alors, au-delà maintenant des textes, il faut trouver les questions essentielles. Qui sont les questions de ressources de ces régions et de ces départements. Ce problème n'a pas été traité encore.
moi j'ai l'ambition de revoir la fiscalité globale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit décentralisée, pour qu'une bonne part, une part substantielle des ressources puisse être levée directement à ce niveau-là. Et en troisième lieu, il y a la question des infrastructures. Il faut que tout de même régler ces problèmes d'infrastructures avant de commencer à nommer des sous-préfets et des préfets. Si vous nommez un sous-préfet qui n'a pas de voiture et qu'il est obligé de prendre le bus ou de se faire transporter par un citoyen, j'en ai vu même qu'il était à mobilette quand j'ai fait mes tournées, il n'a plus la force, l'autorité de l'État. Donc voici quelques suggestions que j'envisage de faire, mais tu vois qui va régler ce problème pour l'avenir. Je pose la même question à M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Merci. Mais on va finir définitivement avec les élections de 2000. Parce que le Premier ministre a dit une chose qui n'est pas vraie. Il a dit que le président Gueye s'est proclamé élu le matin et moi je me suis proclamé élu l'après-midi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le général Gueye s'est proclamé élu et les gens sont descendus dans la rue. J'ai lancé un appel à ce qu'on descende dans la rue et lui-même, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit. Vous savez que ce n'est pas moi. Non, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit. Il a dit que le pouvoir était dans la rue. Donc on était tous dans la rue. On était tous dans la rue. Donc là-dessus, si je tiens à ce que la lumière soit faite, c'est pour que nous puissions en tirer des leçons pour les élections que nous vivons aujourd'hui. Je suis heureux de l'entendre dire que nous allons tous nous plier aux décisions que la CEI va dire. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais en 2000, les résultats proclamés par la commission électorale me donnaient gagnant et ça se trouve dans le journal officiel. Et ce sont ces résultats qui ont été confirmés par la Cour suprême. Aujourd'hui, nous parlons, mais après cela, nous parlons de la décentralisation. Je suis heureux que tout le monde aujourd'hui accepte ce qu'il n'acceptait pas avant. Mais je n'ai encore créé aucune région. Il dit que j'ai créé des régions comme ça. Je n'ai encore créé aucune région. Les régions, les propositions de création des régions sont sur ma table. Tout le monde peut aller à la présidence et rentrer, voir que sur le grand bureau, j'ai mis les cartes pour mieux visualiser. Ils sont sur la table. Je n'ai encore créé aucune région. J'ai créé des départements. Parce que dans des localités, les routes sont tellement mauvaises que les gens ont de la peine à arriver à la préfecture pour faire même des dossiers. Tenez, chez vous, dans la région d'Abangourou, quand j'ai créé le département de Bétier, ce n'était pas pour faire plaisir à quelqu'un de Bétier, mais c'est parce que manifestement les gens de Bétier n'avaient pas le moyen d'aller ou à Azopé, ou à Abangourou, ou de descendre sur Aboissou. Il fallait faire quelque chose, donc il fallait leur donner une entité administrative pour que les papiers soient faits. C'est pour ça que nous créons les départements. Mais les régions, nous ne l'avons pas encore fait. Et puis naturellement, il faudrait faire, il en a dit un mot, mais pas assez, la fiscalité régionale. Oui, il faudrait faire la fiscalité régionale, mais j'en parlerai tout à l'heure si vous m'en donnez l'occasion. Nous allons boucler ce premier chapitre consacré à la politique nationale avec cette dernière question. Notre pays sort d'une crise profonde qui risque de laisser des traces pendant longtemps. Si vous êtes élu demain, qu'est-ce que vous ferez pour réconcilier véritablement les Ivoiriens et les rassembler? D'abord, je ferai comme j'ai fait en 2000. C'est-à-dire que je convoquerai un forum pour qu'on se parle. Plus on se parle, plus on s'éloigne des antagonismes. Et avant que ce forum ne commence, j'expliquerai aux uns et aux autres que la justice, je ne dis pas l'appareil judiciaire, je dis la justice dans le gouvernement est la clé de voûte, est le ciment qui met tous les citoyens ensemble. Et l'injustice, au contraire, éloigne les uns des autres. Donc, il faut faire un forum. Et puis, moi, j'ai posé des actes qui plaident pour moi.
Pour que nous arrivions à la paix et à la réconciliation, j'ai posé beaucoup d'actes. D'abord, quand le pays a été attaqué, agressé, je ne suis pas allé là où on ne m'a pas invité. C'est-à-dire que je ne suis pas allé à Marcoussis parce que je n'y étais pas invité. Mais quand on m'a invité à Kléber, je suis allé à Kléber. Même si je n'étais pas d'accord avec toutes les thèses qui étaient défendues. Quand on m'a invité à Accra 1, 2 et 3, je suis allé à Accra 1 et 2 et 3. Quand Pretoria 1, 2 et 3, je suis allé à Pretoria. Et à Pretoria, j'ai accepté que la CEI soit revue. Il y avait une loi sur la CEI, et la CEI soit revue, et que ceux qui étaient opposés à moi, mes opposants, aient la majorité. C'est la première fois qu'on voit ça en Afrique. Je leur ai donné la majorité à la CEI. Le Premier ministre le sait bien. J'ai accepté une deuxième chose. On avait un problème avec l'article 35 de la Constitution. Dans les éléments modifiés, il faudra étudier. Mais on avait un problème avec l'article 35. J'ai donc demandé au président Thabo Mbeki, devant le Premier ministre Ouattara et devant le président Bédié, de nous écrire pour que j'utilise l'article 48 pour rendre éligibles tous ceux qui étaient à Marcoussis. C'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est un acte de réconciliation. Et si aujourd'hui nous sommes face à face, c'est bien parce que des choses ont été faites. Alors, je crois que j'ai ensuite, voyant que cela a été fait et qu'il fallait aller plus loin pour obtenir la sortie des crises véritables, j'ai engagé le dialogue direct avec ceux qui dirigeaient la rébellion. Ceux qui ont accepté de dire qu'ils la dirigeaient, j'ai engagé le dialogue direct qui a abouti aux accords politiques de Ouagadougou. Donc, les actes que j'ai posés sont des actes de réconciliation, sont des actes de paix et de réconciliation. Nous allons continuer dans ce sens. Tout ce qui est paix, nous allons insister, et tout ce qui est guerre, nous allons les éloigner. M. Ouattara, quelle politique de réconciliation pour repenser les plaies de 10 années de crise? Oui, je pense que c'est une question centrale. Et il faut évacuer ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. Et bien sûr, et tous les coloraires, l'assassinat du général Gueye, l'assassinat de Bogadoudou, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait mettre en place une commission vérité et réconciliation. C'est ce qu'on a tenté de faire avec le Forum pour la réconciliation. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été tout appliqués, ou ça a pris du temps. Alors cette fois-ci, il faudrait non seulement que la commission Vérité et Réconciliation donne les mesures à prendre, mais également donne un chronogramme des mesures à appliquer. Et comme ça, il n'y aura plus de faux fuyants. On saura ce qu'on a décidé tous ensemble. On prendra l'engagement de l'appliquer. Et l'Assemblée nationale, s'il s'agit d'une loi d'amnistie, par exemple, pour un certain nombre de délits, que l'Assemblée nationale vote une nouvelle loi d'amnistie et ainsi de suite. S'il s'agit d'indemniser les victimes, les parents des victimes, les enfants des victimes, il faut le faire également. Et bien entendu, on ne peut pas payer la souffrance des uns et des autres. Quand des gens ont été mutilés, excusez-moi, des femmes ont été violées, tout ça a été horrible. Donc, je ne voudrais pas revenir sur les douleurs de nos concitoyens. Mais concernant les actes qui ont été posés par Laurent Gbagbo, c'était bien
qu'on ait eu ces discussions. Mais pourquoi nous avons tardé ça pour avoir des élections? Parce qu'il n'y a pas eu d'application effective et rapide de toutes ces décisions. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Parce que Marcoussis, Accra, Pretoria, enfin l'accord de Ouaga, ça fait quand même 5 ans. J'ai encore 2 secondes. Voilà, je vous remercie. Je voudrais qu'on aborde maintenant la deuxième partie de cette émission consacrée à la défense et à la sécurité. Alors, l'accord politique de Ouagadougou préconise la formation d'une nouvelle armée. Quelle sera sa configuration et de quels moyens disposera cette armée pour la défense du pays? C'est M. Ouattara. Oui, écoutez, l'accord de Ouaga fait, je trouve, des suggestions importantes et intéressantes par rapport à la formalisation de cadres pour que nous ayons une armée unifiée à l'issue donc de ces élections. Il y a déjà un premier pas, moi je m'en félicite, j'en félicite d'ailleurs le Premier ministre Soro également, avec qui Laurent Gbagbo a signé ces accords. Mais ceci étant, il y a tout de même des questions fondamentales à régler. Il y a tous ces jeunes gens qui de part et d'autre ont été utilisés, que ce soit au niveau des donc des miliciens qui sont là, qui ont quelquefois des fusils, des kalachnikovs qui se promènent et qui font du brigandage ici et là. Il faut tenir compte de leur avenir. La démobilisation ne suffit pas. Donc il faudrait, et nous aurons l'occasion d'en parler sur le plan économique, il faudra mettre en place un programme économique qui permettrait une croissance très forte et une absorption du chômage, y compris de ces jeunes qui ont fait du tort à la nation. Mais en fait, ils ont été manipulés, ou ils ont pris des décisions de leur propre chef. Et à partir de là, j'estime qu'il faut une grande réforme de la défense et de la sécurité. J'ai une ambition pour cela parce que tout le monde se plaint de ce qui se passe actuellement. Les promotions dans l'armée, les gens considèrent, je ne suis pas militaire, mais ce que je dis dans la presse, qu'il y a du favoritisme et que quelquefois ça va trop vite et que la compétence n'est pas prise en compte. Il faut que les militaires eux-mêmes s'asseyent et définissent la loi donc, de promotion. En tout cas, de mon temps, c'est ce qui se faisait, parce que c'est le chef d'état-major Gueye qui faisait la promotion au ministre de la Défense, et le ministre de la Défense, Léon Konan Kofi, venait me voir et disait, voici, telle personne a fait tant d'années, il doit aller donc dans tel grade, etc. Et je disais, bon, allons-y voir le président Oufoué qui donnait son accord, et il n'y avait pas de problème. Alors, il faut également régler les problèmes de sécurité. Il y a tout de même toute une liste de maisons de sécurité attribuées à tel ou tel. Certains ont des fusils, d'autres n'en ont pas. Et la ville d'Abidjan est devenue maintenant un nid où n'importe qui peut se procurer des armes. Donc il y a un travail de réforme, de refonte. Et j'envisage de faire en sorte que ce domaine soit un domaine prioritaire parce qu'à l'issue de la guerre, il faut s'assurer que l'armée est forte, c'est vrai, mais l'armée est faite pour défendre nos frontières. Mais il faut s'assurer qu'au niveau de l'intérieur, la sécurité, qui sera organisée par la police et la gendarmerie, également ait les moyens et soit mieux organisée que maintenant. On va parler de l'intérieur tout à l'heure, M. Laurent Gbagbo, sur la configuration de la nouvelle armée, les moyens. Ça, on va en parler. Mais je voudrais rebondir sur une question qu'il a soulevée tout à l'heure, en disant que c'est parce que les décisions n'ont pas été vite appliquées qu'on a eu du retard dans l'organisation des élections. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas, dans notre constitution, organiser les élections quand le pays est coupé. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas eu les élections en 2005. Seydou Diarra était Premier ministre. Nous avons bien fixé en 2005 une date. Mais on ne pouvait pas organiser les élections. Et quand nous avons pris les décisions pour que tous ceux de Marcoussis, tous ceux qui étaient à Marcoussis soient candidats, on n'a pas réussi à faire en sorte que le pays se retrouve. Il a fallu engager les discussions pour l'accord de Ouagadougou. Et c'est après seulement les décisions sur l'accord de Ouagadougou et la nomination de Soro Guillaume comme Premier ministre qu'on a commencé à faire tomber toutes les barrières.
soit avec le Nord, soit avec le Centre, soit avec l'Ouest, etc. Donc ça, c'est une vérité qu'il est bon de dire. Moi, j'ai préparé une loi de programmation militaire. Une loi de programmation militaire qui va faire en sorte que l'armée construise une vraie armée puissante.